Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Le budget 2024 fait parler de lui et en particulier parmi les sujets abordés, il y a celui de l'éducation. Aujourd'hui dans notre question du jour, on se demandera quelles sont les priorités du Parti socialiste pour l'école. La pornographie n'est pas un loisir comme un autre et peut même entraîner une addiction. Une association viendra nous en parler dans la seconde partie d'émission. Vous retrouverez bien sûr Malika Ménard dans Souvenir d'écolier aujourd'hui. Son invité est le chanteur et ancien candidat de la Star Academy, Michal. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume Blanc. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, le ministre de l'Éducation nationale veut mettre sur la table la question du redoublement des élèves. Et des changements pourraient d'ailleurs être annoncés en décembre. C'est ce qu'a promis Gabriel Attal. Et en janvier, il dévoilera une réforme profonde de la formation au métier d'enseignant. Ces annonces ont été faites devant les maires réunis en congrès à Paris. Ils se veulent donc une réponse à la baisse du niveau de certains élèves. Gabriel Attal, qui avait déjà prévu de faire une série d'annonces le 5 décembre prochain pour élever le niveau général des élèves, en particulier au collège, où sa proposition de groupe de niveau en maths et en français fait d'ailleurs débat, des décisions qui font suite aux inquiétudes du gouvernement après l'annonce des résultats des évaluations de début septembre et notamment des résultats catastrophiques pour les 4e en français et en mathématiques. Lundi dernier, journée internationale des droits de l'enfant et Gabriel Attal a participé au 3e comité interministériel à l'enfance. Et à l'Assemblée nationale, hier, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la mise en place d'une scolarité protégée pour les enfants placés. Écoutez. Ça veut dire une simplification drastique de toutes les procédures administratives pour lutter contre le décrochage scolaire. Deuxième chose, quand malheureusement le décrochage survient, mise en place d'un suivi renforcé, notamment en lien avec le CNED, pour permettre à ces enfants, à ces élèves de continuer et de poursuivre leur scolarité. Troisième élément, des entretiens d'orientation désormais systématiques mis en place pour tous ces enfants à la fin du collège et à 17 ans qui doivent être systématisés. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, hier donc devant les députés, des référents désignés pour coordonner l'action de tous les acteurs, rectorats, services départementaux ou encore de l'Éducation nationale seront mis en commun pour renforcer l'efficacité en direction de ces enfants, car selon le ministre, 4 fois plus de risques de retard scolaire ou encore de décrochage scolaire pour ces enfants. Direction la porte de Versailles à Paris, où le salon des maires et des collectivités a lieu. Effectivement, une interview exclusive School TV du président des Républicains, Éric Ciotti. Il a notamment été question de la place des enseignants en 2023. La réponse d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des questions de rémunération. Aujourd'hui, un enseignant qui débute gagne 2 fois moins qu'en Allemagne. Mais il y a aussi, au-delà des conditions matérielles, qui sont bien sûr importantes, il y a des conditions de travail, il y a le respect, il faut assurer son autorité aux enseignants. Bref, beaucoup de choses doivent se faire autour et avec les enseignants. Éric Ciotti qui a également été interrogé sur le rôle de l'école après les résultats des évaluations qualifiées d'inquiétantes, il faut le rappeler, par le gouvernement. Il y a aussi une école qui doit mieux s'adapter aux élèves, à leurs différences. Le boule unique, le collège unique, l'école unique, je crois, a échoué. Donc il faut qu'il y ait cette approche peut-être plus personnalisée, plus décentralisée. Il faut qu'il y ait aussi des étapes de transition, des évaluations. Le passage du primaire au secondaire doit être aussi un moment d'évaluation des élèves. Trop, sans en avoir le niveau, suivent le fil des études et quelque part on perpétue d'année en année l'échec du début. Éric Ciotti, le président donc des Républicains, au micro de School TV de Patrice Boisfer. La ministre des Sports annonce que le sport sera la grande cause nationale de 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Objectif, inscrire le sport et ses bienfaits au cœur de la société et lutter contre la sédentarité. La ministre des Sports qui était donc l'invitée de RMC hier matin.
Aujourd'hui, en moyenne, on passe, quand on travaille, 12 heures assis par jour. On a en plus une prégnance des écrans dans la vie de notre jeunesse qui est absolument préoccupante. 1 sur 2 dit qu'il passe plus de 6 heures sur les écrans. Et cette sédentarité, cette inactivité physique, elle a un impact terrible sur notre santé. Elle accroît la mortalité de 20 à 30%. Voilà, l'OMS aujourd'hui évalue qu'on a déjà 9% des décès qui sont liés à l'inactivité physique et sportive. Amélie Oudéa-Castéra qui souhaite au passage mettre donc de nouveau sur la table le programme du 30 minutes d'activité physique par jour. La ministre qui reconnaît qu'il y a toutefois des progrès, 60% des Français qui font donc une activité physique. Un certain public reste toutefois trop éloigné. Par exemple, 40% des étudiants ne font pas d'activité physique suffisamment. Il faut donc remédier à cela, selon la ministre qui a dévoilé d'ailleurs quelques actions du gouvernement. On va proposer tout au long de cette année 2024 une série de rendez-vous. On va emmener par exemple des athlètes, 150 athlètes, aider les professeurs des écoles à faire avec les enfants les 30 minutes au primaire, mais on va aussi avoir des moments fédérateurs pour mettre le sport à l'honneur. On va faire par exemple avec l'Académie française une grande dictée du sport, et puis il y aura un volet qui lui est extrêmement actif avec un challenge interétudiant en mai à Vichy, qui va opposer des facs, qui va opposer des grandes écoles. On aura une grande odyssée du sport, on aura une grande tournée à vélo pour nos collégiens. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était l'invitée hier matin de RMC. Nous vous emmenons en Mayenne désormais, où le département fait face à plusieurs alertes à la bombe. Lundi encore, 17 alertes dans 17 écoles, collèges et lycées de Laval, de Bonchamp, d'Évron. Hier, c'est une école de maternelle qui a été visée, provoquant le ras-le-bol des élèves, mais aussi des professeurs. Parfois, ce sont des matinées entières où tout simplement les cours sont annulés. Certains évoquent d'ailleurs le retour au distanciel, comme à l'époque du Covid. Mais pour Thomas Cabioche, professeur d'histoire géo et représentant du syndicat le SNES, c'est une mauvaise idée. Témoignage recueilli par nos confrères de France Bleu Mayenne. Quand vous êtes dans une famille de 5-6 enfants avec des niveaux différents, si les familles n'ont qu'un PC ou une imprimante, comment faire? On va retrouver ces inégalités et donc on va creuser encore plus les inégalités qu'on a du mal là, à résorber en post-Covid. On va continuer à les recreuser. Et d'ailleurs, face à cette situation, certains élèves se tournent vers les centres de soutien scolaire. Rappelons que la préfecture de Mayenne rappelle que ces auteurs de fausses alertes à la bombe risquent tout de même jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et les enseignants des écoles de Grelais dans le Tarn se sont mis en grève. Oui, après qu'une de leurs collègues a été convoquée par l'inspection académique à la suite d'une plainte de parents qui reprochait à cette enseignante d'avoir jeté un stylo sur leur fils. Les faits remontent à début octobre alors que les élèves chahutaient et se lançaient des gommes dans la classe. L'enseignante a haussé le ton. Tous les enfants ont cessé, sauf un qui a rétorqué « Je n'ai pas jeté, j'ai donné ». Elle lui a alors montré geste à la pluie et le stylo a rebondi sur la table, a atterri sur les lunettes de l'enfant. Les parents ont tout simplement déposé plainte, même si l'enfant n'a pas été blessé. Finalement, l'enseignante n'a écopé que d'une simple sanction de la part de sa hiérarchie. Néanmoins, les professeurs sont donc en grève. Une absence de sanction qui n'a pas calmé donc la colère des professeurs. Et puis, pour terminer, un jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté en France. Coup de projecteur sur cette expérimentation en Meurthe-et-Moselle. Oui, pour faire face à cette situation, le département va créer une aide sociale destinée aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité. Une aide de 500 € par mois pendant 6 mois, appelée Revenu d'émancipation jeune. Elle sera versée à partir du premier semestre 2024. Mais à qui sera-t-elle versée? La réponse de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Chénès Kirouni. Alors le premier critère, c'est celui de la situation sociale, économique et financière. Donc c'est bien un revenu d'émancipation qui est destiné justement à des jeunes les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté et qui peuvent pour beaucoup être en rupture familiale. Donc on a bien d'abord comme critère la situation sociale et économique du jeune. Autre question, quel est l'objectif de ce revenu? Une nouvelle fois, écoutez la réponse de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est un revenu qui permet justement d'ouvrir le champ des possibles aux jeunes et de les accompagner dans un projet de vie. Celui-ci n'est pas forcément d'abord l'insertion professionnelle ou la formation, c'est d'abord faire en sorte de leur remettre le pied à l'étrier, un revenu tremplin. Le fil conducteur de ce revenu d'émancipation, c'est d'abord de faire confiance aux jeunes, on va dire un revenu qui lui permette de rebondir et surtout de se projeter dans l'avenir.
Shainès Kirouni qui était l'invité de nos confrères de France Bleu Sud Lorraine ce matin. D'ailleurs, ce vendredi, les élus du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle vont se prononcer sur cette aide officiellement. Merci Guillaume. L'examen de la seconde partie du budget 2024 commence demain dans l'hémicycle et parmi les sujets abordés, bien évidemment, celui de l'éducation. Revalorisation du salaire des profs, limiter évidemment les démissions, maintenir le taux d'encadrement des élèves ou encore augmenter les moyens d'accueil des élèves en situation de handicap. Tant de sujets à aborder pour un secteur déjà considéré en crise. Aujourd'hui, dans le Grand JT, nous vous proposons de nous pencher sur les propositions du Parti socialiste avec la députée de Seine-Saint-Denis. C'est tout de suite. Fathia Kelwahachi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour. Vous êtes députée PS de Seine-Saint-Denis. On va décrypter ensemble les 5 priorités pour l'éducation, selon évidemment le Parti socialiste. Vos grandes priorités, le pouvoir de vivre, la santé, la solidarité, l'écologie, le logement et l'éducation. Premièrement, réduire le nombre d'élèves par classe. Deuxièmement, renforcer le pôle médical scolaire. Troisièmement, améliorer l'encadrement des élèves. 4, revaloriser les enseignants et les personnels scolaires. Et 5, garantir la gratuité des fournitures scolaires en élémentaire. Je lis les priorités qui sont ici, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site du PS. C'est les 5 grandes priorités pour le budget donc 2024, la seconde partie de ce budget qui va être examiné dès demain. Premier point essentiel pour vous, et je crois pour beaucoup d'entre nous qui sommes mamans ou simplement citoyens, c'est réduire le nombre d'élèves par classe. Vous proposez 19 élèves par classe dans l'élémentaire et 24 au collège, ce qui respectivement donnerait 21 000 et 10 000 enseignants supplémentaires. Alors quand on voit que la période d'inscription au concours, forcément l'éducation nationale a été rallongée faute de candidats, on se pose la question de savoir si ce projet est réellement viable. Oui, alors déjà, on va peut-être reprendre le contexte. Le contexte, c'est un PLF 2024 que nous, on a eu à l'Assemblée et qui est déjà passé. À l'Assemblée, on a eu la chance cette année d'avoir des débats en séance et on voulait absolument faire ce petit livret pour faire une sorte de best-of de tous nos amendements. Donc ce n'est pas le livret de toutes les priorités éducation pour le Parti socialiste. Loin de là. Bien sûr. C'est un petit livret qui dit, voilà, au secours, dans ce PLF, il y a des manques. Et ces amendements sont là pour signaler ces manques. Alors, la réflexion, c'est quand même une vision politique. C'est une vision politique de gauche. Et c'est de se dire que l'élève doit être au cœur des débats, doit être au cœur du gros processus qu'est l'éducation. Vous pensez que, pardon de vous couper, mais vous pensez qu'il n'a pas été pendant ces 40 dernières années? Alors, moi, je vous parle de mon expérience de prof, parce que j'ai été prof très très longtemps. Prof de quoi? J'ai été prof de lettres. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Oui. Où ça? En Seine-Saint-Denis, puisque je suis députée de Seine-Saint-Denis, j'ai toujours habité en Seine-Saint-Denis. D'accord. Donc j'ai fait pratiquement toute ma carrière en Seine-Saint-Denis et un peu au rectorat de Créteil, donc dans le Val-de-Marne. Et vous continuez d'enseigner aujourd'hui? Alors, je ne peux pas. Ah oui, c'est ça. Quand on est député, on est en disponibilité, mais je suis prof. D'accord, très bien. Et l'éducation nationale a un regard sur le personnel. D'abord parce que le plus gros budget de l'État, c'est l'éducation nationale. Mais quand on regarde, le budget du personnel est énorme. C'est ce qui absorbe le budget de l'éducation nationale. Et donc, il y a un travail de fait sur le personnel, sur le statut des personnels, sur le nombre d'heures, sur comment se découpe une journée, mais très peu sur comment l'élève vit cette journée. On ne s'est pas intéressé suffisamment finalement à l'humain. Tout à fait. À l'enfant qui est un élève qui est quand même plus à l'école qu'avec ses parents. D'accord. Et ça veut dire quoi quand vous dites pas assez à l'enfant? Ça veut dire que pas assez à ses besoins, aux dispositions qui sont mises en œuvre pour justement un enseignement parfait? Ce qu'il faut dire aussi, en France, on a quand même une particularité, c'est que l'enseignement est très vertical. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que l'enseignant prône une parole et qu'on ait 28 gamins qui nous écoutent. Or, aujourd'hui, il est prouvé quand même au niveau déjà européen que quand on dépasse 19 élèves par classe, les élèves ne nous écoutent plus. Alors, ils sont bien gentils, ils vont rester sages, mais le taux d'apprentissage, la réalité des apprentissages, elle est très faible. Mais qui pourrait être contre le fait d'avoir un petit nombre, un petit effectif par classe, si ce n'est en fait un problème de moyens? Alors, c'est un problème de moyens, mais c'est un problème de moyens récurrent. Aujourd'hui,
on a une énorme chance, enfin, c'est pas une chance, mais c'est une réalité, le taux de natalité baisse. Oui. Donc la démographie baisse. On devrait en profiter pour stabiliser le nombre d'enseignants. Or, dans le PLF, il y a une disparition de 2700 enseignants. Donc, et des classes supprimées. Et des classes supprimées pour avoir une moyenne de 26-27 élèves par classe. Nous, ce qu'on l'on propose, c'est de se centrer autour de l'élève, de ses besoins. L'élève a besoin aussi d'être dans une classe allégée pour se sentir bien. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait dans les REP. Voilà. Il l'a fait dans les REP. Sauf que en France, le nombre de REP, c'est moins de 10%. Tous les 90% restants sont dans des classes très chargées. Alors, ça coûte financièrement, ça coûte en personnel, ça coûte aussi parce que... Ça coûte, vous le dites, 1 milliard. Tout à fait, 1 milliard. Je pense que c'est une somme qu'il faut investir. Investir, réellement. Alors certes, on va en parler justement de cet investissement, mais la première des questions que je vous ai posées, c'est comment les trouver, ces professeurs, puisqu'on voit bien qu'ils désertent cette profession. Il y a eu évidemment une revalorisation du métier de professeur, des salaires et de l'attractivité, mais enfin, manifestement, ils ne sont pas encore là. Alors, ils ne sont pas là parce que l'enseignant est maltraité en France. Il est maltraité de façon, moi je dirais même institutionnelle. Le professeur, aujourd'hui, en début d'année, je fais le tour de tous les syndicats de l'éducation pour leur demander comment s'est passée la rentrée. Ils me répondent quoi ? Classe surchargée, professeur absent. Donc ça veut dire aussi qu'à la rentrée, moi l'année dernière, j'y avais un lycée où il manquait 13 profs à la rentrée. Oui. 13 profs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un stress, il y a une ambiance compliquée dans les établissements et les professeurs ne demandent pas que de l'argent. Ils demandent à être reconnus. Ils demandent à ce que les Français reconnaissent leur mission d'intérêt public, que l'État reconnaisse leur mission aussi, que face à l'institution qui est souvent maltraitante, il y a un changement. Moi, combien de fois dans les rectorats, quand j'ai eu des soucis personnels, on m'a dit continuité de service, tu bosses. Voilà. C'est assez particulier comme métier. C'est une maltraitance ou un désintérêt, en tout cas manifeste? Alors, une maltraitance de l'institution, et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des efforts de fait depuis l'histoire du rectorat de Versailles et du courrier indigne de la rectrice, mais c'est un arbre qui cache une énorme forêt. Il y a eu beaucoup de prédispositions prises aussi par le nouveau ministre Gabriel Attal. Est-ce que ces prédispositions, en parlant précisément de ce point-là, puisqu'on va détailler ensemble les 5 points, donc le nombre d'élèves par classe et donc fatalement le fait qu'il nous manque des professeurs pour qu'il y en ait un devant chaque classe. Est-ce que ces prédispositions donc prises par le ministre sont pour vous de bonnes prédispositions, bonnes mesures? Lesquelles? Le fait de pouvoir déjà revaloriser le statut d'enseignant et donc les salaires. Malheureusement, la réalité, elle est autre. La revalorisation, alors elle a eu lieu, mais elle a eu lieu sur les premiers échelons, c'est-à-dire les débuts de carrière. Or, un enseignant comme moi, qui est en fin de carrière, enfin presque en fin de carrière, je suis au 11e échelon, la revalorisation, elle est de moins de 300 €. Mais là, elle est moindre. On est largement au-dessus des salaires moyens des enseignants de l'OCDE. Mais là, très largement, on est même à 1/3 par rapport à l'Allemagne. Le pacte enseignant, une mauvaise idée selon vous? Travailler plus, en gros, pour gagner plus? Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et là aussi, c'est maltraitant. Parce que les enseignants travaillent énormément. Toutes les missions du pacte, ils les font quasiment déjà toutes bénévolement. Sauf que le pacte dit, la première brique, c'est de remplacer tes collègues. Et ensuite, il y a les autres briques qui peuvent être utilisées. Et les autres briques, je ne connais aucun enseignant qui ne le fait pas déjà. C'est-à-dire... Alors l'argumentation justement du ministère, c'est de dire, ce sera plus bénévole, justement, ce sera rémunéré. Alors c'est très bien, mais si on enlève l'obligation de remplacer ses collègues, parce que l'enseignant, il fait déjà 18 heures de présence physique en classe, ce qui est énorme, et une bonne vingtaine d'heures de préparation. Nous, on est payé sur nos fiches de poste, c'est plus de 35 heures. Donc notre mission, c'est plus de 35 heures par semaine. La réalité, c'est qu'un enseignant est vite épuisé. C'est très difficile d'enseigner à une classe hétérogène avec des enfants en situation de handicap, avec des protocoles divers et variés. Et donc, il faut gérer tout ça. Et là, Gabriel Attal, il nous dit quoi? Et bon, c'était déjà l'idée de Pape Ndiaye. Il nous dit, voilà, vous allez travailler plus. Vous allez surveiller la cour. Voilà. Et puis, on vous donnera une petite carotte. La reconnaissance, elle n'est pas que financière. La reconnaissance, c'est déjà de dire, vous faites une mission noble qui est très, très difficile et on ne va rien vous en demander de plus. On va peut-être même vous enlever des missions.
La revalorisation des salaires, forcément, a un coût. Ce coût-là a été estimé à 3,6 milliards et malheureusement, il n'a pas encore d'impact sur l'attractivité du métier, selon le rapporteur de la mission Olivier Paccaud. Alors, est-ce que vous pensez justement que ça va jouer sur le long terme ? Moi, je crois que ce que demandent les enseignants, ça n'est pas que la revalorisation salariale. Le salaire doit être à la hauteur des autres salaires européens. Ça, oui. Donc, il va falloir remonter sacrément. Il nous manque 25%. Par rapport à la moyenne. C'est énorme. Est-ce qu'on peut constater que dans l'absolu, on a tous envie effectivement de payer plus? On peut nous regarder une de nos propositions, c'est 5%, mais dans la réalité. Mais 5% pluriannuel. Donc sur 5 ans, c'est tout à fait faisable d'avoir un salaire qui est digne de n'importe quel salaire européen. Ça, c'est faisable. Mais par contre, il y a tout le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est un concours accessible, c'est une préparation sérieuse au concours d'enseignants. Alors justement, sur le concours, pardon, mais je vous écoute et donc cela me fait rebondir. Est-ce qu'il faudrait peut-être penser à établir un nouveau concours pour les enseignants? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un concours, il existe, il est exigeant, mais il faut accompagner les enseignants à le passer. Notamment la masterisation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux jeunes, faites 5 années d'études et à la fin de la 5e année, vous passerez le concours. Une année d'études coûte cher en France. Ce sont des sacrifices de vie. Précédemment, c'était Bac plus 4. Je pense que c'était quand même beaucoup mieux. La 5e année, on était déjà en stage, donc on était payé. Aujourd'hui, c'est plus un accompagnement à la préparation au concours et aussi un accompagnement au métier, parce que beaucoup passent le concours et partent et se sauvent parce que c'est très dur. C'est-à-dire que personne ne peut être contre forcément ce dispositif de réduire le nombre d'élèves par classe. Enfin, j'imagine que personne n'est contre, si ce n'est que forcément la raison principale évoquée, c'est à la fois le budget que ça coûte, vous l'avez estimé à 1 milliard, et puis effectivement trouver le nombre de professeurs suffisant, et on vient d'en parler. Vous parlez également de renforcer le pôle médical scolaire. Il y a une désertion terrible. Vous parlez de 7500 infirmiers scolaires supplémentaires. Quand on connaît la situation de ces professions, et on pourrait d'ailleurs faire un parallèle évident entre l'éducation et la santé aujourd'hui. Et d'ailleurs, on note que dans la profession est uniquement féminisée dans le livret que vous portez. Donc, ça en dit long sur le traitement des femmes en France et de ce statut. On constate avec vos chiffres que pour le moment, il y a un référent infirmier pour 1600 élèves. Alors, comment y arriver? Oui, alors, d'abord... on est quand même dans une société qui est difficile, qui est compliquée pour un adolescent. On est dans un monde, d'abord, de concurrence. Donc ça veut dire aussi de concurrence scolaire. On est dans un monde aussi qui est vraiment tout numérique, où l'enfant n'est jamais en paix, même chez lui. Et, le numérique peut être positif, il a quand même des atouts. Oui, mais il est très peu positif avec les réseaux sociaux et le monde cruel qui l'engendre. Et cet élève a besoin, je crois, à un moment, de rencontrer un adulte dans la journée à qui parler. Cet adulte, souvent, c'est le CPE, conseiller principal d'éducation, ce sont les assistants d'éducation, parfois les enseignants, et très souvent les infirmières ou la psychologue scolaire. Ces infirmières, alors nous on dit infirmières parce que c'est plus de 85% de femmes. Ces infirmiers, ces infirmières, ce sont des personnels clés. Ce métier de l'éducation nationale n'existe pas partout en Europe. Là, je reviens d'un voyage en Italie, on a fait une petite délégation sur l'inclusion scolaire. C'est un métier qui n'existe pas en Italie. Sauf qu'en Italie, il y a 300 000 enseignants spécialisés pour l'inclusion. 300 000, c'est-à-dire un enseignant par enfant en situation de handicap. Un enseignant supplémentaire. C'est pour vous dire que quand on veut mettre les moyens, on les met. On est allé visiter des classes et dans les classes, il y avait une enseignante générale ou un enseignant et un enseignant spécialisé et l'AESH en plus. Ouais. Donc une équipe de 3 enseignants face à 19 élèves, ça change complètement la vie. Donc moi j'avais eu un espoir parce que j'avais réussi à convaincre Gabriel Attal que c'était absolument indispensable de revaloriser, de trouver des solutions pour que parce que en fait c'est un métier qui est difficile et qui est très mal payé, être infirmier scolaire. C'est un métier difficile parce que ce sont des concours spécialisés de l'éducation nationale. Donc moi j'avais proposé de faire des passerelles entre les infirmières libérales et les infirmières scolaires. C'est en cours de réflexion. J'avais proposé aussi une revalorisation salariale qui a été votée à l'unanimité 3 fois adoptée en séance, voilà, effectivement. 30 millions pour les infirmières scolaires et 30 millions pour les médecins scolaires. Voilà. Et puis, hop, rejeté par le 49.3. Rejeté par le 49.3 parce que le gouvernement n'en voulait pas.
Alors, vous parliez à l'instant effectivement du modèle italien et des fameux, on les appelle AESH en France, je ne connais pas le nom en Italie, mais effectivement les accompagnants des enfants en situation de handicap dans les collèges et les lycées, et en école élémentaire aussi. On estime à peu près à 400 000 enfants en situation de handicap en France. Il y a à peu près 130 000, 128 000 exactement AESH aujourd'hui. Et donc, vous parlez effectivement de cette mesure qui impliquerait le recrutement de près de 8 000 AESH supplémentaires. On en a reçu beaucoup ici, des accompagnants. On sait à quel point leur vie et leur métier est difficile. On en parlait pour le métier de prof. Mais ESH, c'est terrible. Les salaires, on les rappelle, 840 € maximum par mois. Ça a été revalorisé et repensé aujourd'hui. Mais comment arriver à 8 000 AESH? Parce que c'est la même problématique. On ne les trouve pas. On ne les trouve pas parce que ça n'est pas un métier. Tout simplement. Aujourd'hui, ça n'est pas un métier. La CDIsation qui a été votée, est-ce qu'elle permettra, selon vous? La CDIsation, c'est encore une moquerie supplémentaire. La CDIsation, c'est après 3 CDD. Est-ce que dans n'importe quelle boîte en France, on accepterait de faire 3 années de CDD pour enfin avoir un CDI? Donc c'est très très insuffisant. Oui, c'est une avancée. Avant, on avait jusqu'à 6 CDD. Rester 6 ans dans la précarité totale. Là, aujourd'hui, d'accord, même si la ESH arrive à un CDI, elle est obligée, ou il est obligé, de faire du temps partiel. Quelle entreprise oblige, en France, ses employés à faire du temps partiel? L'éducation nationale, l'État. Et surtout que ce n'est pas un réel temps partiel, encore une fois, on le redit à chaque fois ici, sur ce plateau, mais c'était du temps aussi pour se déplacer, aller dans une autre famille, chercher un autre enfant, dans une autre classe, dans un autre établissement, car ce ne sont jamais en fait des AESH qui sont là, dans un même établissement, pour toute la semaine avec le même enfant. Donc c'est bien plus complexe que ça. Alors les 24 heures déclarées sur leur fiche de paye, ce sont 24 heures de présence devant enfant. C'est ça, plus tout le reste qui est à comptabiliser. Les fournitures scolaires. Autre sujet important, garantir la gratuité des fournitures scolaires durant la scolarité élémentaire seulement. Pourquoi simplement déjà vous fixez sur l'élémentaire? Alors parce que ça coûte cher. On ne va pas se mentir. Et puis parce que aussi il y a un travail des départements et des régions qui proposent cette gratuité. Mais c'est le département pour l'élémentaire? Non, pour le collège c'est le département. Oui. Et pour le lycée c'est la région. Oui, l'élémentaire c'est la ville. Et l'échelon de la ville. Souvent, c'est l'échelon le plus faible. C'est-à-dire que les villes ont des budgets très restreints. Et donc, cette dépense qui, par exemple, le maire de Clichy-sous-Bois avait fait cet effort financier chaque année, est une vraie grosse dépense, mais qui vaut le coup. Et donc, on se dit que si l'État remplace les collectivités dans cette dépense, le lot de fourniture moyen, c'est autour de 300 € pour une rentrée. C'est toujours ça de prix pour les familles, mais aussi c'est très symbolique. Moi, j'ai vu les remises de fournitures par les villes pour les enfants de primaire. C'est très symbolique parce que le soir, les parents viennent chercher les enfants et remercient la ville, remercient le maire. C'est un geste symbolique aussi de dire, voilà, nous sommes là pour protéger vos enfants, nous sommes là pour que l'école soit réellement gratuite. D'où ma confusion, c'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que les villes n'ont pas forcément les moyens, justement, de pouvoir subvenir aux besoins et qu'ils ont besoin de l'État pour pouvoir financer ces fournitures-là. Mais est-ce que les départements ont réellement les moyens aussi? Non, mais on ne peut pas mettre toutes les priorités sur un PLF 2024. Mais la réalité, c'est que oui, et puis les fournitures en collège et en lycée coûtent encore plus cher. Je vais être un peu méchante, mais enfin, je vais quand même rappeler malheureusement les 1,7% faits par la candidate socialiste à la dernière présidentielle. On compte 33 députés socialistes aujourd'hui au sein de l'Assemblée. Quels sont vos arguments aujourd'hui pour pouvoir amorcer ce plan et dire à quel point il faut aller vers ces priorités-là? Alors moi, je donnerais des contre-arguments. Je suis élue locale dans une ville de Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois, une ville de 50 000 habitants. Et je sais les dégâts qui peuvent être causés lorsqu'on ne s'occupe pas des habitants, lorsqu'on ne prend pas soin de l'autre, lorsqu'on n'est pas fraternel. Moi, ma ville, elle est à droite. Elle est gérée par des républicains depuis 30 ans. Et dans ma ville, le quotient familial, par exemple, pour la cantine, est mal fait. C'est-à-dire qu'il est mal fait, c'est-à-dire qu'il n'y a d'abord aucun gamin qui mange gratuitement. Et puis, il y a des tranches qui sont comme des couperets. Et donc, un couple qui gagnerait un salaire moyen payerait... Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, puisque j'habite dans cette ville depuis 30 ans. Mes 2 enfants payaient 7 € par repas
alors que je touchais 2 000 € par mois. Est-ce juste? Est-ce bien fait? Voilà. Et je crois que c'est... Ça, c'est en fonction de l'indice de position sociale? Non, c'est en fonction du quotient familial, c'est-à-dire des impôts. Et puis après, c'est un choix municipal. Le maire décide quel type de quotient il veut faire. Est-ce qu'il veut faire un quotient qui va aider les familles moyennes? Est-ce qu'il veut faire un quotient qui va aider les familles riches? Ou est-ce qu'il veut faire un quotient qui va aider les familles les plus pauvres? Ce que vous me dites, en fait, c'est que votre plan, en fait, vos 5 priorités de plan de budget 2024, c'est plus un plan de prévention, plus qu'un plan... Oui, il y a autant un plan d'action, bien évidemment, mais de prévention pour pouvoir justement prévenir les maux de demain. Moi, je pense que la gauche doit aujourd'hui se placer comme étant le défenseur des petits, des gens qui ont du mal, des gens qui travaillent, mais qui ont un salaire de 1 500, 2 000 € dans un couple et qui sont devenus, moi je trouve, des gens pauvres. La société s'est paupérisée terriblement. Et si la gauche ne le fait pas, plus personne ne le fera. Le macronisme propose un monde libéral. Un monde, là aujourd'hui, il y a une casse. Je l'ai vu à l'étranger. En Italie, on m'a dit, oulala, l'école va pas bien chez vous. Voilà le regard qu'on a. Pourquoi elle va pas bien? Parce que vous licenciez 2700 profs, parce qu'il n'y a pas d'attractivité de carrière, parce que voilà. Et puis, ce sont peut-être des fantasmes, mais la réalité, c'est que je crois que la gauche a un travail à faire. Les socialistes ont déjà été au pouvoir, Najat Vallaud-Belkacem, et puis il y avait aussi Vincent Payon, ont amorcé un travail notamment sur la mixité sociale à l'école, qui est un bon travail. Aujourd'hui, malheureusement, ces expérimentations, elles n'ont pas été évaluées, et je pense qu'il faudrait les évaluer. On a l'impression systématiquement qu'on travaille sur une feuille blanche, Papendiaï. Alors il y avait Blanquer avant avec l'école de la confiance, et puis là il y a Gabriel Attal qui a envie, je ne dis pas qu'il n'a pas envie de faire, mais je pense qu'un vrai plan pour l'éducation, ça se construit à long terme, et ça se construit à gauche. Ça se construit à gauche selon vous, mais votre plan, encore une fois, le coût de vos 5 priorités est estimé à 6,8 milliards. Pour ceux qui nous regardent, ça paraît quand même assez énorme. Est-ce que c'est beaucoup, à beaucoup? Comment pallier à ça? Vous dites, pour financer tout ça, vous tablez sur une réduction du déficit un peu moins ambitieuse que celle voulue par le gouvernement. Ça veut dire quoi? Alors, pour moi, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vaut le coup, en fait. C'est une question de choix. Voilà, c'est une question de priorité, c'est une question de choix. C'est une question aussi, tous ces enfants vont devenir des adultes. Quel monde on veut demain? Est-ce qu'on veut un monde où l'enfant va se dire mais moi j'ai pas passé une bonne enfance, je me suis pas amusée, j'ai pas profité, j'ai été harcelée, aucun adulte est venu m'aider, voilà. Ou est-ce qu'on veut un enfant qui comprend ce que c'est que la fraternité, l'entraide, voilà. 6 milliards. Gabriel Attal a quand même un plan de lutte contre le harcèlement quand même assez important. Là. Oui, mais on attend de voir les effets, on attend de voir les cours d'empathie. Voilà, quand ça prendra vraiment ampleur, on reviendra en parler. Moi, je suis très contente de l'angle pris, mais on attend de voir. Parce qu'au début, les cours d'empathie, ça devait être septembre 2024. Aujourd'hui, on nous dit expérimentation dans certains établissements. Bon, donc voilà, on attend de voir, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Il n'y a pas que ça dans le plan. Il n'y a pas que les cours d'empathie. Bien sûr, il n'y a pas que ça du tout. Mais on attend les résultats. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler, Fathia Kalouachi, de ces 5 priorités pour vous. Évidemment, il y en a d'autres, on l'imagine bien, mais des 5 priorités pour l'éducation, pour ce fameux budget 2024. Vous pouvez retrouver toutes les informations que vous le souhaitez ici et bien sûr sur le site du Parti socialiste dans le cadre du budget contre la vie chère des socialistes pour l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'espère qu'on vous recevra une nouvelle fois pour nous dire comment les choses ont évolué et notamment pour parler de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, 28% des moins de 18 ans ont déjà fréquenté des sites pornographiques. C'était pour l'année 2022 ce chiffre. 2,2 millions d'entre eux ont visité des sites porno tous les mois l'année dernière. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent sur des sites adultes en moyenne chaque mois et y passent environ 1 heure. Alors comment la pornographie affecte-t-elle les adolescents et les écoliers dans leur ensemble? Pour en parler avec nous, je suis ravie d'accueillir Joseph Pesme. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup
beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directeur général de We Are Lovers. Alors le mot est donné, hein. On est des aimants, on est des amoureux. Voilà, on veut justement faire la distinction entre le porno et l'amour. Et c'est peut-être ça aussi dont il faut parler de manière précise dès le début, non? Tout à fait, oui. Exactement. En fait, chez We Are Lovers, on essaie de replacer la sexualité dans l'endroit où elle devrait être, d'après nous en tout cas, c'est-à-dire au cœur de la relation. Et en fait, dans la pornographie, on n'est pas dans la relation, on est plutôt dans l'utilisation du corps comme un objet de consommation, et puis de la sexualité de façon générale. Donc la sexualité devient un produit de consommation industriel au même titre qu'une canette de coca ou qu'un burger. Et ça, en fait, malheureusement, ça fait des dégâts aujourd'hui, notamment chez les mineurs qui consomment beaucoup de porno et qui, du coup, ont toutes leurs relations affectives et sexuelles affectées par ce produit qui est consommé de façon quasiment universelle chez les 12-18 ans, quoi. Alors, ces mineurs, justement, dont vous parlez, qui consomment beaucoup de porno, il y a 30 ans, 60 ans, 80, enfin, peu importe, les parents et grands-parents disaient la même chose. C'était des cassettes vidéo. Si ce n'était pas des cassettes vidéo, c'était des journaux qu'on se refilait. Là, on voit une vraie progression qui est complètement différente, j'imagine, avec les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a eu une évolution dans le support. Et c'est le support qui a d'ailleurs permis en fait, le développement, la banalisation de la pornographie. Autrefois, aller chercher du porno, c'était le parcours du combattant. Il fallait aller chez un marchand de journaux, affronter le regard du vendeur, ou bien se rendre carrément dans un cinéma pornographique, ce qui était une pratique très peu répandue. Et en fait, depuis 2010, avec l'avènement du smartphone, tous les ados ont un téléphone et du coup peuvent très facilement comme ça rejoindre un site pornographique en quelques clics. Et la pornographie sur smartphone, elle est accessible à toute heure du jour et de la nuit, à n'importe quel endroit. Et ça la rend extrêmement facile d'accès et le plaisir est immédiat. Donc pourquoi se priver ? Quand on a une baisse de morale, une petite dose de stress, qu'on a besoin d'une compensation, eh ben, la pornographie peut jouer ce rôle de palliatif pour ces ados. Alors, vous venez de le dire, hein, la facilité déconcertante avec laquelle, effectivement, on a accès à ces sites-là. Souvent, ils nous demandent alors, quel âge avez-vous? Alors, on marque 18 ans ou 23 ans, peu importe, et ça passe. Il n'y a aucune vérification. Pourtant, il y a des lois qui ont été votées, mises en place, etc., des mesures. Mais pour autant, on voit bien que n'importe quel adolescent un peu malin peut contourner ces réglementations-là. Est-ce que vous arrivez à en parler justement avec les jeunes que vous rencontrez lors des, j'imagine que ça doit être des ateliers, enfin en tout cas des interventions. Voilà, ça, en fait, on intervient dans les collèges-lycées à 2, on fait une intervention d'1h30 à 2 heures de la 4e à la terminale. On s'adresse à tous les collégiens lycéens, excepté les 6e, 5e. En fait, ce qui ressort comme des échanges qu'on a avec les ados, c'est qu'ils voient bien qu'il y a un problème quelque part. Ils sentent bien que c'est d'ailleurs on dit des contenus pour adultes, donc a priori c'est quand même pas, ils se disent est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Mais est-ce qu'ils pensent que parce que on parle de charnel et donc du coup il faut pas en parler, ou alors parce est-ce qu'ils ont conscience que finalement la pornographie qu'ils voient ce n'est pas la réalité finalement des rapports amoureux, des rapports sexuels? Alors ils le perçoivent, le fait que on va dire il y a une différence entre la sexualité telle qu'ils souhaitent la vivre et puis leur désir profond, et ce que la pornographie leur propose. La pornographie leur propose une vision, on va dire, technique de la sexualité où il faut enchaîner des positions selon un rythme bien déterminé. La trivialité. Et voilà, la performance, c'est vraiment ça, c'est un mot hyper important dans la pornographie. Il faut être performant, donner du plaisir, trouver les meilleures position, etc., etc. Et en fait, quand on discute un peu avec eux, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce à quoi ils aspirent. En fait, ils aspirent plutôt à de la tendresse, à de l'affectivité, une affectivité enthousiasmante, épanouissante, de l'amour en fait, tout simplement. Et en fait, dans le porno, on a énormément de stéréotypes sexistes avec des rapports de domination, de la violence, des insultes, parfois même des gestes violents comme des claques ou des choses comme ça. Et évidemment, quand on grandit avec ce genre de repères sur la sexualité, ça affecte notre vision. Même si on est conscient qu'il y a un décalage entre le réel et le virtuel, ça influence quand même notre façon de vivre notre sexualité. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ados aujourd'hui qui posent des gestes qu'ils ne poseraient pas en temps normal.
on a une augmentation en fait, des violences sexuelles sur mineurs causées par des mineurs. D'ailleurs, les premiers responsables de violences sexuelles sur mineurs sont les mineurs, ne sont pas les majeurs. Donc ce sont des images qu'ils auraient vues, en tout cas entendues, c'est ce qu'ils racontent, hein, c'est ça ouais. Et ils essaient de reproduire en se disant finalement c'est peut-être ça qu'il faut faire. Exactement, c'est ça. Et alors, quand vous discutez avec eux, j'imagine que la première réaction, ils sont un peu taiseux, un peu rentrés. Bon. Et est-ce qu'on arrive à libérer cette parole en progressant dans la... Plutôt. Dans la campagne, dans l'intervention. C'est pas toujours évident parce que c'est sûr qu'on a déjà des parcours... face à nous, on a des élèves qui ont des parcours très variés. On a des élèves qui ont beaucoup consommé, d'autres qui en ont très peu vu. Et donc, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se positionne comme grand frère, grande sœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est pas le sachant. On n'est pas le professeur qui va leur dire voilà comment ça se passe la pornographie. On va leur dire plutôt on est passé par là, on sait ce que c'est que la pornographie, on en a consommé et pendant plusieurs années et on en voit aujourd'hui les conséquences. Et en fait aujourd'hui on veut vous partager notre expérience du porno. Donc ça veut dire que vous racontez votre propre histoire aussi ? Oui. Et vous racontez à quel point ça vous a touché et ça a complètement changé vos relations avec... Oui, alors ça dépend des bénévoles parce que certains ont une vraie addiction, on va dire, à la pornographie. Ils ont connu l'addiction à la pornographie. Donc ils partagent effectivement le fait que ça a affecté leurs relations amoureuses, leur sexualité, leur estime d'eux-mêmes. Les impacts sont très variés, il y en existe tout un tas de... Je ne vais pas les lister ici parce que ce serait interminable, mais il existe beaucoup de conséquences en tout cas, et on a cette chance de pouvoir apporter effectivement des témoignages d'hommes et de femmes à ces ados sur cette question. Ouais. Alors il y a des cours qui ont été, normalement c'est une mesure aussi du gouvernement, mais c'est absolument pas appliqué, des cours d'éducation à la sexualité et je crois à l'amour, ou en tout cas au rapport amoureux. Oui. Est-ce qu'on arrive justement à aussi parler de cela, c'est-à-dire parler à la fois dans les classes les plus petites, alors vous intervenez en 4e, la première classe, donc effectivement ils ne savent pas forcément ce qu'est un corps humain, un corps d'une femme et un corps d'un homme. Est-ce qu'il faut aussi rentrer dans ces considérations-là pour pouvoir justement peut-être qu'ils soient à l'écoute ? Alors nous, on ne traite pas vraiment de ce sujet-là. On traite vraiment que de la pornographie parce qu'en fait, de nos jours, il faudrait faire une dissertation sur chaque sujet. En fait, vous voulez dire qu'en fait, tout le monde sait ce que la pornographie. En fait, c'est terrifiant. En fait, exactement. Oui. D'accord, en fait, vous arrivez dans une classe de 4e, vous leur dites porno, ils savent tout ce que c'est. Oui. Dans toutes les villes de France où vous allez. Quasi. Il y a peut-être 5% de la classe parfois qui n'en a jamais vu et qui... Mais grosso modo, ils entendent des mots. Ils entendent... L'âge moyen aujourd'hui de la première exposition, c'est 10 ans. Donc c'est le CM2. Et donc c'est vraiment très tôt. Et en fait, en 4e, on part du principe que avec la puberté, etc., ils commencent à se poser des questions. La sexualité, ça devient un vrai sujet pour eux. Et du coup, ils sont prêts à entendre ce qu'on a à leur dire. En 6e, 5e, c'est pas tout à fait pareil. Notamment quand vous leur parlez de sexisme, justement, via ces vidéos-là, est-ce qu'ils arrivent à... C'est une porte d'entrée peut-être plus facile pour parler d'équité, pour parler de respect de l'autre ? Oui, tout à fait. En fait, justement, comme le porno est bourré de stéréotypes, de clichés de ce style, où parfois même le consentement a une place assez floue, tout de suite, du tout même. Voire pas du tout, exactement. Enfin, je ne suis pas une experte. Mais en tout cas, c'est très vrai. Il y a beaucoup de passages problématiques dans la pornographie, c'est clair, de ce point de vue-là. En fait, la question du consentement, elle émerge naturellement et d'une certaine manière... grâce à la pornographie, même si c'est malheureux. Mais en tout cas, on a beaucoup de jeunes filles notamment qui nous posent des questions là-dessus, qui nous disent dans les vidéos, les femmes sont soumises, elles acceptent tout type de position tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Est-ce qu'on est obligé de faire ça nous aussi, dans la vraie vie ? Et en fait, elles se posent vraiment la question. Alors évidemment, on leur dit, non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et ce à quoi vous aspirez. Et en aucun cas, la pornographie doit servir de référence, de guide. Mais ce qui est fou, c'est que ces jeunes filles-là vous posent encore cette question. Oui. C'est-à-dire qu'elles se posent encore la question de savoir si la soumission est normale. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, est-ce que là, les réactions, est-ce qu'il y a d'autres élèves qui prennent aussi... C'est un dialogue qui s'opère ? Comment ça se passe ? On essaie de créer de l'interaction. Et c'est vrai que comme c'est un sujet où il y a il y a l'intimité, il y a une certaine gêne parfois chez les garçons, chez les filles qui ne sont pas très aides avec leur corps, etc. Et du coup, il faut créer ce climat favorable. En plus, on parle à des garçons et à des filles dans la même classe. Donc il y a aussi on n'est pas juste avec des filles ou juste avec des garçons. Donc c'est le regard de l'autre sexe qui compte aussi beaucoup. Et donc il faut trouver la bonne façon. Donc nous, on est mis à l'aise aussi avec notre témoignage. On a parfois certains élèves qui témoignent aussi.
Donc on essaie de c'est courageux. ça. Oui, effectivement. Et les autres peuvent parfois rebondir, mais on essaie de mettre du sérieux, parce que très vite, quand on dit pornographie, ça fait rire tout le monde, il peut y avoir un certain rire nerveux qui peut s'installer dans la salle. Et donc voilà, le but c'est d'apporter le cadre favorable à une discussion posée, sérieuse sur le sujet. Les profs sont là avec vous ou pas ? Alors, on leur demande de partir au moment de stand interactif de questions-réponses. Et oui, pour pas que, effectivement, pour pouvoir préserver l'anonymat ou en tout cas les histoires entre eux. Ça n'empêche que malheureusement, on connaît ce fléau qui est terrible du harcèlement et du cyberharcèlement. Est-ce que justement, libérer la parole, vous ne craignez pas que par moment, ces histoires qui ressortent, quelqu'un qui va se livrer ou qui va raconter une expérience, se retrouve malheureusement montré du doigt par ses camarades ? Ça peut arriver malheureusement. Donc, en fait, ce qu'on privilégie quand même de toute façon, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'intime, on leur demande plutôt de nous le partager à nous en direct à la fin. Donc, alors en direct à la fin et aussi grâce à des articles que vous publiez, des vidéos de sensibilisation et peut-être un numéro aussi que vous mettez en place. Alors une adresse mail. Une adresse mail. Ouais, c'est ça. Alors donnez-la nous parce que donc comme ça. L'adresse c'est contact@wearelovers.fr. contact@wearelovers.fr. Voilà, et donc en fait on peut poser toutes les questions et puis se confier peut-être, avoir des réponses. Tout à fait. Se sentir moins seul face à cette situation effectivement qui est le problème de la pornographie chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Joseph Pesme, directeur général de We Are Lovers, donc une association assez chouette puisqu'elle a été créée en 2018 et qui permet de parler de l'addiction de la pornographie et du silence qui entoure cette dépendance. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine elle reçoit Michal, l'ancien candidat à la Star Academy et donc chanteur. Tu l'as dit tout à l'heure, jamais aucun autre métier n'a été envisagé que la musique. Quand j'ai commencé à étudier le français, et pour rassurer ma grand-mère aussi, je disais « Mamie, t'inquiète pas, le français, je pourrais devenir prof de français ou traducteur. » Et c'est vrai que ça l'a rassurée un petit peu. Donc c'était... Et puis quand je suis parti en France étudier, j'ai étudié à la Sorbonne et j'ai étudié lettres modernes et sciences du langage. Donc effectivement, la fin de ce chemin, ça aurait pu être devenir prof. Et c'est ce que je disais à ma grand-mère, t'inquiète pas, je vais revenir en Pologne et je vais être prof de français. Ça l'a rassurée. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas mon truc. Mais ça l'a rassurée quelque part. Et moi, ça m'aurait peut-être pas dérangé. D'ailleurs, la preuve, je parle français aujourd'hui et j'enseigne aussi. Bon, pas le français, mais la musique. Mais je suis quand même devenu prof. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs dans ta famille ? Avant mon petit frère, qui aujourd'hui donc est un artiste extraordinaire. D'ailleurs, c'est le plus gros vendeur de disques en Pologne. Mais non. Oui. Mais avant, non. Oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Il vient de fêter 10 ans de carrière. Et je suis extrêmement fier de lui. Et il a débuté en même temps que toi ? Non, il a débuté il y a 10 ans. Donc il avait 17 ans. Il a débuté sur Internet. Il enregistrait des reprises qu'il enregistrait chez moi à Paris dans mon petit studio. Il les mettait sur Internet et il avait des vues, le nombre de vues extraordinaire. Il a été contacté par une maison de disques et il a sorti son premier album qui a été un carton. Et depuis, il a sorti 6 albums. Et il mène une carrière, mais tu peux pas imaginer ce qui se passe autour de mon frère. Ah, donc là, c'est David. Oui, là, c'est David, ouais. Mais ce qui est très beau, ce que je dis parfois dans les interviews en France et en Pologne, c'est qu'à l'époque, quand il a commencé, parce que j'ai eu une carrière aussi en Pologne, à un moment donné, j'ai décidé de l'arrêter pour des raisons purement politiques, parce que je n'aimais pas ce qui se passait politiquement dans mon pays. Mais à l'époque, on disait, quand David commençait sa carrière, on disait c'est David, le frère de Michal Kwiatkowski. Et aujourd'hui, quand j'y vais, c'est l'inverse. Ils disent ah, mais c'est Michal, le frère de David Kwiatkowski. Et ça me rend fier, tu peux pas imaginer. Mais c'est sûrement grâce à toi que lui s'est lancé dans la musique. Non, je n'aime pas dire grâce à moi. C'est grâce à lui et que grâce à lui. Je sais que j'ai été une sorte d'inspiration pour lui, de soutien, c'est sûr, et je le serai toute ma vie, mais pas grâce à moi, grâce à lui. Parce qu'avant vous deux, il n'y a pas de musique dans la famille. Non. Donc c'est toi qui apportes ça. Ouais. Notre père, il est mécanicien, un très bon mécanicien d'ailleurs, donc rien à voir. Et nous sommes seuls, et tant mieux. Hein. Mais comment ça vient du coup? Tu dis à 10 ans, tu te mets à écrire, tu te mets à chanter, et tu te mets à composer, mais il faut pouvoir introduire, j'imagine, les instruments à la maison. Ouais. À quel âge? Ouais. C'est drôle que tu en parles, parce que j'imagine que tu ne connais pas cette histoire. Donc il y avait toujours ce problème, un petit peu ce braquage de la part de mes grands-parents. Et nous, on n'avait vraiment pas d'argent. Donc pour aller au conservatoire, il fallait de l'argent. Du coup, j'ai gagné une bourse
je me souviens plus très bien comment ça se passait, mais une bourse où la mairie en fait payait toute mon éducation musicale, donc ça c'était génial. Mais j'avais pas de piano à la maison. Donc pour m'entraîner, et aujourd'hui en tant que prof de piano, je sais à quel point il est important de s'entraîner régulièrement chez soi. Je n'avais pas de piano. Donc au début du conservatoire, j'allais à l'école en fait après les heures et il y avait la gardienne qui me passait la clé et moi je m'entraînais. Je me souviens, je rentrais, il faisait déjà soir, il faisait déjà nuit. Je garde un bon souvenir de ça. Mais à un moment donné, c'était plus possible. Il me fallait un instrument à la maison. Et en fait, c'est le maire de ma ville. Tu te souviens du nom de la ville? Non, je sais qu'il y a 2 mots. Oui, mais c'est le maire de Gorzów Wielkopolski qui m'a offert... Oui, mais toi aussi, tu le dis trop vite. Je fais un peu exprès. Et donc, c'est le maire qui m'a offert le piano. Waouh. Oui, parce que comme je représentais la ville à des concours... Mais à etc. ce moment-là, t'es grand, alors? Bah, non, c'est là que j'avais 12 ans. Ah oui, ouais. Tu représentais déjà si tôt la ville? Oui. Et donc, je reçois mon piano. Je sais où il est toujours. Alors, il n'est plus chez mes grands-parents parce qu'ils sont partis, ils nous ont quittés il y a 5 ans. Donc, je reçois mon piano et c'est sur ce piano-là que je compose des chansons et que je continue mon apprentissage. Donc, c'est vrai, cette histoire du piano, elle est très forte, quoi. Et je me souviens le jour où le piano a été livré chez nous. Il y avait ce gros camion, nous on vivait dans un vieil immeuble un petit peu négligé avec mes grands-parents. Et il y a ce gros camion qui arrive et tous les voisins regardent par la fenêtre. Et là, il y a le monsieur qui sort le beau piano et moi. Et ma grand-mère qui était très fière, elle était très... mais aussi toujours un petit peu inquiète. Bah oui. Elle disait, tout prend forme, il va partir. Il sera jamais médecin. À 12 ans? Oui. C'est joli quand même. Oui. C'est une belle histoire. Oui, moi j'aime beaucoup mon histoire. Alors il y avait des moments qui étaient difficiles, mais j'avais besoin de ces moments pour être qui je suis aujourd'hui, je pense. Donc cet homme heureux et souriant que tu as en face de toi. Et comment tu te décides, à quel moment tu te dis, bon, allez hop, je vais en France? C'est ma prof de français qui me disait, Michal, il y a vraiment un très bon potentiel, mais si tu veux vraiment parler français, il faut partir en France, au moins quelques années. Et moi, je lui ai dit, d'accord, madame, mais vous pouvez appeler ma grand-mère pour lui dire ça? Comment je vais faire? Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. Donc, en fait, elle a trouvé ce cursus à la Sorbonne, où on recevait des étudiants étrangers pour faire, alors ça s'appelait le DUG à l'époque, voilà, donc les 2 années, qu'avec des étudiants étrangers, et ensuite rejoindre les étudiants français pour la licence. Elle a trouvé ce cursus. Elle a trouvé tout ce qu'il fallait faire en fait pour être reçue. Et elle m'a dit, on va tout faire pour que tu sois reçue. Et je dis, mais madame, j'ai pas d'argent, comment on va faire? Elle m'a dit, bah pareil, on va écrire au maire, on va essayer d'avoir des bourses, etc. etc. Et ouais, elle a changé ta destinée. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'était tout un chemin, ça a duré 2 ans à peu près de préparation. Et je suis parti à Varsovie, donc la capitale de la Pologne, pour passer l'examen. J'ai été reçu. Ensuite, il fallait que je sois reçu dans une université en Pologne, où on étudie le français. Voilà, il y avait toutes les étapes à franchir. Tu arrives en France, tu fais ton DUG, ta licence? Non. Donc j'arrive en France, donc je rentre à la Sorbonne en octobre 2002 et en août 2003, je suis à la Star Academy. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Michal. Merci Malika et Michal. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un esprit critique, dites-vous dans le bouquin, mais pas tous, tout le temps, et pas tous sur tous les sujets. Voilà, ça dépend. Voilà. L'esprit critique, c'est une expression qu'on emploie facilement, je le fais depuis le début de l'émission, pourtant pas facile à définir. Voilà. C'est comme le vivant. La NASA a proposé 124 définitions du vivant, c'est compliqué à définir, donc on a une définition qui marche bien, et pourtant, les biologistes travaillent depuis longtemps et font des progrès sans qu'on ait des définitions précises. L'esprit critique ou la pensée critique, c'est pareil, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation, en philosophie, en épistémologie, qui ont des définitions qui marchent, mais pas parfaites. Donc on sait bien qu'on a des limites. Et donc se rappeler que l'esprit critique, en tant qu'objet, n'est pas bien défini, fait partie de la démarche de l'esprit critique qui consiste à se rappeler que tous nos concepts sont un petit peu faux. Et qu'on peut tous un peu les interroger et que, comme vous le disiez dans le bouquin, on a tous un esprit critique, mais pas tout le temps et pas sur tous les sujets. C'est distinct de l'intelligence, en revanche, ça vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, alors, pour être un penseur... Qui elle aussi est compliquée à définir par ailleurs, mais bref. On a le QI, ça marche bien, voilà. mais c'est sommaire. Je ne suis pas expert.
Alors, d'ailleurs, je ne suis pas expert de ce dont je vous parle. J'ai Parce que vous croyez que je suis expert de rien du tout. C'est vrai, j'en fais pas de livre. Enfin, bon. Voilà, moi j'ai fait le bouquin et ma tête dessus. D'ailleurs, il y a une page où je dis pourquoi. Ouais. Et donc j'ai interrogé des experts. Donc j'ai 10 interviews dans le livre qui sont importantes. Et je ne sais plus ce que vous voulez dire. J'étais en train de vous interroger sur la distinction avec l'intelligence. Voilà. Et donc, pour être un penseur critique, il faut des connaissances. Si on ne connaît rien sur rien, on ne peut pas avoir un jugement. Donc il faut que l'école fasse son job. Être intelligent, par contre, l'école ne peut pas grand-chose, mais enfin, on peut stimuler un petit peu. Et les tests d'intelligence mesurent ce qu'on peut faire lorsqu'on est en situation où on sait qu'on est interrogé. Or, la pensée critique, c'est lorsqu'il faut qu'on allume notre système le système qui dit « Ah mince, est-ce que ce que je crois est vrai ?» Que représente, mesdames, on va commencer avec vous, Cynthia, que représente pour vous cette journée internationale des profs de français ? Oui, merci Patrice. La Journée internationale des professeurs de français est à sa 5e édition. Il y a quelques années, avec le président Macron, nous avons demandé justement est-ce qu'il y ait une reconnaissance des professeurs de français au-delà de la langue, parce que certainement, on sait qu'au mois de mars, c'est la francophonie, on fête la langue française. Là, la Journée internationale des professeurs de français, c'est de vibrer dans le monde tout ensemble et tous ensemble en tant que professeurs de français autour de la langue. Ce sont les ambassadeurs, les réels ambassadeurs et ambassadrices de la langue française sur le terrain qui sont mis à l'honneur. Donc c'est une journée de reconnaissance, c'est une journée où on va dire merci aux enseignantes et aux enseignants de français qui font tout le travail pour faire briller les yeux de leurs apprenants, pour aimer la langue française, pour pouvoir ou non d'ailleurs la parler et donc la posséder. Et justement, ce n'est pas acquis que les professeurs de français, voilà, c'est pour cela que cette journée, c'est les mettre à l'honneur, c'est leur dire merci. Quelles sont les préoccupations des jeunes interrogés ? Est-ce que c'est plutôt l'environnement ? On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est la problématique du pouvoir d'achat aussi ? Alors, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit justement, c'est la 9e édition de ce baromètre. Donc, en fait, ça fait un moment qu'on a des données assez robustes sur la confiance en soi, la façon dont on l'acquiert, les différents sous-jacents, en tout cas, de la confiance. Et donc, cette année, on a choisi de se poser la question plus précisément de... Au fond, qu'est-ce que c'est la confiance et comment elle se construit sous 3 dimensions ? Confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans l'avenir. Et c'est sous cet angle qu'on a choisi de mettre au cœur de notre étude annuelle la question de la confiance en l'avenir et particulièrement eu égard à la crise environnementale. C'est ça. Les jeunes, ils sont prêts à se mobiliser pour freiner le réchauffement climatique. En parlent. Ils en parlent. Ils disent que ça impacte le regard qu'ils ont sur leur avenir. Ils disent que ça impacte leur choix d'orientation, leurs activités, la façon dont ils construisent leurs projets personnels et professionnels. Pour autant, à ce stade, ils disent surtout les réponses sont individuelles. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant et un peu paradoxal, c'est que si on leur demande de prime abord quelle est la bonne réponse, ils disent adapter mon comportement, moins consommer, l'upcycling, la mode, les modes de consommation. Et pour autant, si on va chercher un peu plus au fond des sous-jacents de la confiance, ils disent ce qui me donne confiance en moi, c'est les gens sur qui je peux compter. Et donc, au fond, si on va aller chercher un peu plus loin, ils disent la réponse elle est individuelle, mais ce à quoi j'aspire pour de vrai, c'est du collectif. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dit l'état d'une jeunesse qui, quelque part, prend acte des dysfonctionnements, des difficultés du monde, mais qui, pour autant, n'a pas du tout renoncé au fait de faire société, de marcher ensemble, d'apporter des réponses communes. Pour autant, sur cette capacité de passer de l'individuel au collectif, on voit qu'il y a des déterminants extrêmement forts, très liés à la confiance en soi. Et le premier de ces déterminants, c'est le niveau de diplôme, c'est-à-dire le regard que l'école, l'institution éducative a porté sur le jeune lui-même. Cynthia, 321 millions de francophones dans le monde. C'est la 4e langue la plus parlée sur Internet, la 2e langue la plus enseignée, la 5e langue la plus parlée, 144 millions d'apprenants du et en français. Ça a quelle plus-value pour un étranger d'apprendre le français ?
a plusieurs plus-values en fait. Certainement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aussi les Jeux Olympiques arrivent bientôt et on sait, comme d'ailleurs pour la Coupe du Monde, comme la France va accueillir les Jeux Olympiques, on sent déjà qu'il y a une croissance déjà dans l'apprentissage à tout niveau, de la maternelle jusqu'à l'université. Mais apprendre le français, c'est pas seulement la langue de Molière, c'est pas seulement la langue, comme on dit, oui, c'est la langue des salons. Non, apprendre le français, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue des sports, c'est la langue carrément de la publication. Donc, oui, on est fiers de publier en français. C'est la langue, justement, du commerce, c'est la langue avec laquelle on peut tout faire. Donc, c'est une langue vivante et elle est rendue vivante, justement, grâce aux enseignants de français. L'école, parlons-en. Est-ce que vous estimez, aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'école de la confiance, notamment avec Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. Quel est l'état de cette école de la confiance aujourd'hui? Ambigu, tout du moins. D'abord, premier chiffre très important, moins d'un jeune sur deux, 43%, estime que l'école l'aide à construire sa confiance. Ça, c'est un chiffre qui... Voilà, c'est toujours pareil, hein, quand on est proche de 50%, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui continuent à avoir confiance en l'école. L'année dernière, on disait l'école dernier commun. Dans une société dans laquelle il n'y a plus beaucoup d'institutions sur lesquelles on peut compter, l'école, ça reste un endroit où on peut construire des choses, on peut s'appuyer pour acquérir des connaissances, se faire des amis, construire son projet. Pour autant, moins d'un jeune sur deux, ça veut dire que l'école réussit bien avec les jeunes qui réussissent bien. Ça veut dire qu'on fait réussir les jeunes qui ont tous les atouts pour réussir. Et qu'à contrario, les jeunes les plus en difficulté ne trouvent probablement pas à l'école les outils de remédiation pour leur permettre de reprendre confiance en eux et de construire leur discours et construire leur parcours. Il y a un chiffre qui me paraît très clair. Le facteur déterminant de la confiance depuis la création du baromètre, c'est la famille. Les jeunes qui ont confiance en l'avenir disent pouvoir s'appuyer sur leurs parents. Et c'est près de 80% des jeunes. Mais ceux qui disent ne pas pouvoir compter sur leurs parents, les fameux 20%, il y a 30 points d'écart au niveau du regard qu'ils portent sur leur avenir. Ça veut dire que si on a une école qui dit l'école c'est la transmission et l'éducation c'est la famille, à ce moment-là on se condamne à laisser de côté les 20% des jeunes qui ne peuvent pas compter sur leur sphère familiale. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Alors, c'est paradoxal, c'est paradoxal surtout au regard de la mission que s'est donnée l'école. Oui. Si la mission de l'école c'est l'égalité des chances, une école qui ne fait que poursuivre les inégalités familiales, qui ne fait que reproduire la transmission parentale, échoue à sa mission. Moi, j'aurais envie de dire de façon un peu provocatrice, une telle école, laissons-la à la main des parents qui vont choisir leur école privée, puisque de toute façon, si on reçoit dans sa famille les ingrédients dont on a besoin pour réussir, alors on va réussir à l'école. Et à contrario, si on ne reçoit pas dans sa famille les ingrédients pour réussir, on échouera à l'école. Donc est-ce qu'à l'école, on ne pourrait pas aussi un petit peu créer de la porosité entre les différentes disciplines? Parce que finalement, tout ça dialogue. Tout à l'heure, quand je disais qu'on rattachait automatiquement Napoléon au cours d'histoire, j'aurais pu tout aussi bien dire de l'éducation civique. Dans le Code Napoléon et toutes les lois qui ont suivi nous ont marqué et nous marquent encore aujourd'hui. Pourquoi pas la littérature, puisqu'on le retrouve dans la littérature. Enfin bref, ça dialogue en permanence. Après, voilà, c'est comment on construit l'école. Je n'ai pas la prétention de savoir, mais il faut bien segmenter un peu les choses. Mais la philosophie et les sciences, c'est pas censé être séparé. Et en France, on a l'idée que la philosophie est une discipline littéraire. Monumentale erreur. La science, c'est de la philosophie. Expérimentale, appliquée, etc. Mais la philo, c'est se demander, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la science ne répond pas au bien ou au mal, mais au vrai ou au faux. En tout cas, elle apporte un éclairage. Et qui peut enseigner la pensée critique? Il y a peut-être les profs documentalistes qui sont à l'interface, parce que déjà, ils font une partie du job en enseignant comment on consulte un document, comment on se documente sur Internet, comment on navigue, etc. Ça, c'est une des grandes étapes. Et l'autre étape, c'est moi, indépendamment de ce que je reçois, comment mes propres croyances me biaisent à vouloir consommer, à vouloir croire, à vouloir écouter. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre sur le canal 217 de la Box Orange, canal 247 sur les Freebox, schooltv.com bien sûr, pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Sully Vanier. Le maquillage, Laure Eudemont et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.
Ce programme vous a été présenté par Intel.